Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être soutenus par un partenaire qui me tient à cœur particulièrement. L'École du management du tourisme IEFT. J'ai le privilège d'y enseigner et d'accompagner ces jeunes talents sur le chemin de leur réussite professionnelle et je vous avoue, y prendre beaucoup de plaisir. Cette école ne se contente pas de former des futurs experts du tourisme, elle façonne des esprits visionnaires et des acteurs du changement. À l'IEFT, l'apprentissage va bien au-delà des compétences. On y cultive des valeurs humaines essentielles, l'éthique, la coopération et l'esprit critique. Les étudiants sont encouragés à ouvrir leur regard sur le monde, à nourrir leur curiosité et à réinventer la manière dont nous voyons le voyage. Plus qu'une simple école, l'IEFT est une véritable communauté, un lieu où les pionniers d'un tourisme plus responsable et engagé prennent vie. C'est ici que se dessine l'avenir du voyage. Je tiens à remercier l'IEFT de nous accompagner dans cette aventure et de nous offrir le soutien nécessaire pour inspirer les générations futures à rêver d'un tourisme plus humain, respectueux et innovant. Déjà, merci pour l'invitation, François. Donc, je suis Maud, je suis actuellement étudiante en première année de master en tourisme à l'UFT de Lyon. J'ai 21 ans et j'ai beaucoup de questions sur le tourisme de demain, comment voyager autrement. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, donc je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour en parler. Donc, je suis accompagnée de Eugénie Wayon, qui est professeure en tourisme au sein du BTS Tourisme et référente à l'UFT de Lyon. Et de Siméon Baldi de Barral, qui est avec nous, cofondateur de On the Green Road. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'accueillir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire un petit peu qui vous êtes ? Je suis ingénieur au départ de formation et en sortant de mes études en génie civil, j'ai décidé de partir faire un tour du monde à vélo, ce qui a beaucoup impacté la suite de ma vie vu que maintenant je dirais que je suis ingénieur non pratiquant et en gros j'ai développé cette association qui a bien grandi, qui a plusieurs salariés en interne et pas mal de bénévoles aussi qui gravitent autour et qui essaient de porter un imaginaire d'une autre façon de voyager, enfin une autre que le tourisme de masse qu'on peut connaître aujourd'hui en tout cas, et de proposer aussi aux citoyens de créer du média, de s'approprier un petit peu plus les médias pour montrer des solutions sur les questions écologiques notamment et sociétales. Et donc on se base sur des voyageurs qui ont des expériences fortes, des expériences initiatiques pour derrière montrer un peu qu'un autre monde est possible et qu'il est déjà bien en marche un petit peu partout. C'est juste qu'on oublie souvent de le voir. Merci beaucoup pour cette présentation. Eugénie, est-ce que tu voulais te présenter ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis professeure référente du BTS Tourisme au sein de l'IEFT de Lyon. Ça fait maintenant 12 ans, où j'enseigne à la fois la gestion relations clients et le GDS de réservation pour voyager en avion. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus éco-responsable, je l'admets. Et au sein de l'enseignement de GRCT, il y a également cette thématique sur l'écotourisme qu'on approfondit de façon à sensibiliser les étudiants au travers des différents voyagistes qu'ils vont trouver dans leur brochure. Eh bien, quels sont les voyagistes qui sont impliqués dans l'écotourisme et quelle forme d'écotourisme, un tourisme responsable, solidaire, et on s'aperçoit que il y en a quelques-uns, mais tout le monde n'a pas encore fait toutes les démarches nécessaires. On the Green Road, c'est né d'un beau projet de parcourir le monde à vélo. Donc on parle de plus de 18 000 kilomètres, de 26 pays visités. Qu'est-ce qui a été votre déclic ? Qu'est-ce qui vous a poussé à partir comme ça à la découverte du monde à vélo ? Vélo en plus. C'est vrai que le déclic, on était étudiants et on avait une énorme curiosité du monde et on se disait, on n'aura pas 200 occasions dans notre vie de pouvoir partir, de fenêtres comme ça pour partir. Et donc on avait déjà commencé, donc c'était avec mon cousin, on avait déjà commencé à faire beaucoup de stops et à prendre de plus en plus de plaisir à faire du stop en Europe, en Amérique latine. Et en fait, moi, je sentais une sorte d'intensité dans ces moments-là que je retrouvais nulle part ailleurs. Et donc, c'est un peu ce que je vais chercher, de rencontrer des gens incroyables, d'apprendre des langues aussi et de me forcer un peu d'être
un peu dans le dur, un petit peu, de se retrouver dans une voiture, par exemple, et de devoir discuter en anglais parce que, et sans jugement, en fait, d'un coup, ça devient naturel. Et par contre, le coup d'y aller à vélo, ça, c'était un peu un défi de se dire, bah, on n'est pas du tout des grands sportifs du vélo, on est juste en forme physiquement. Enfin voilà, on n'a pas de difficultés qui nous handicapent vraiment pour partir à vélo. Et ben voilà, on s'est renseigné, on a su que le vélo, en termes de rencontres, c'était pas l'équivalent du stop, mais en tout cas, c'était assez proche. Il y avait ça favorisait beaucoup la rencontre. C'était en plus écologique, c'était assez économique, et donc on s'est dit, bah, banco pour le vélo, et bah voilà, on va découvrir sur le terrain, on va gagner en endurance. Je suis beaucoup plus endurant, mais pas que physiquement, mais, maintenant que avant de partir pour ce voyage. Et donc voilà, on est parti là-dessus. Avant tout la curiosité, et puis quand même une quête écologique derrière. Mhm. On se disait, on peut pas se lancer dans notre vie professionnelle sans avoir creusé cette question de pourquoi. Enfin, au niveau des négociations, on l'a encore vu sur la dernière COP. Bah voilà, on n'arrive pas à s'entendre entre pays dits émergents et pays dits développés. Donc on voulait aller voir vraiment sur le terrain qu'est-ce qu'en pensaient les gens, qu'est-ce qu'ils apportaient comme solution, comme réflexion là-dessus. À la rencontre du monde, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, en prenant une caméra à la main, ça non plus, on savait pas s'en servir, mais on s'est dit, on va apprendre sur le terrain, et on a appris. Et donc, on a filmé, fait des interviews, et ça, c'est très, très enrichissant. Je conseille aussi d'avoir un fil directeur dans un voyage, comme ça, parce que ça permet c'est pas contraignant, parce qu'on avait plein de moments où on suivait pas ce fil-là, on n'était pas tout le temps en train de penser écologie. Mais quand on rencontrait des gens et qui nous disaient, tiens, je connais telle personne, venez, je vous embarque, on va aller voir telle initiative, on va faire un ramassage de déchets ici, tiens, on va aller voir une zone de replantation, enfin voilà, on va aller voir des initiatives. Et ben nous, on suivait, et on nous emmenait à plein d'endroits, et les gens sentaient qu'on avait un projet, donc nous aidaient. Il y a un peu ce côté de l'entraide comme ça qui est favorisé déjà par le fait qu'on voyage avec un moyen un peu fou, et Oui. deuxièmement par la caméra. Moi, je cherche souvent des moyens d'aller à la rencontre, parce que c'est ce qui est le plus enrichissant en voyageant. Ah oui. Et justement, un documentaire qui retrace cette aventure est disponible. Et j'ai vu dans le synopsis que vous disiez que c'était plus qu'une expérience humaine et que c'était une ouverture sur le monde de demain. Comment on peut dire que ce voyage a marqué votre vie ? Qu'est-ce que ça a développé derrière ? Une envie peut-être de changer des choses, de voyager autrement ? Oui, ce voyage, il a développé beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'on en parle dans le documentaire, il est disponible sur Vimeo. Et en fait, nous, ça nous a bien transformé ce voyage, forcément, parce que pendant 1 an déjà, il y a une chose très importante, c'est qu'on a expérimenté la sobriété. On était sur nos vélos, on avait 4 sacoches et demie, enfin une petite de guidon en plus. Et en fait, ça, c'est les affaires pour 1 an, en fait. Donc on vit avec ça. Enfin, au lieu d'avoir plusieurs armoires d'habits et de nourriture, un frigo bien plein, nous on était avec très peu. Et par contre, on se rendait compte peu à peu que on n'avait pas de problème. Tout nous arrivait quand on avait besoin. On avait les bonnes synchronicités, et surtout, on n'avait pas besoin de grand chose. Donc moi, ça m'a appris déjà à vivre avec peu et à prendre un plaisir énorme à avoir peu, parce qu'en fait, je me détache de pas mal de trucs, et je vais beaucoup plus à l'essentiel. C'est joli de le dire, et après de l'expérimenter, c'est quelque chose. Et puis quand ça s'ancre pendant 1 an, là, c'est assez puissant comme ancrage. Donc ça, on l'a beaucoup expérimenté. Et après, il y avait toutes les interviews sur les questions écologiques. Et ça, nous, ça a été un peu une claque de se rendre compte à quel point, finalement, ici en Europe, on est assez pessimiste sur ces questions-là. Aussi parce qu'on voit le truc en plein cœur, la grosse machine qui avance et qui s'arrête pas. Mais en fait, dans beaucoup de pays, les gens se disent, bah, nous, on fait quelque chose, on y va avec la patate, et en fait, on s'est rendu compte à quel point il y avait énormément de gens qui avançaient dans une autre direction, parfois qui résistaient, parfois juste qui proposaient autre chose à petite échelle. Alors, on n'entend pas parler dans les médias du tout, mais en fait, il y a une quantité de personnes, des paysans, des activistes entre guillemets, enfin des citoyens impliqués dans la vie de leur ville ou de leur zone. Parfois des politiques aussi, même si c'est un échelon souvent plus difficile, et finalement, là, c'est un peu un degré où parfois ça se pourrit un peu, je dirais, parce qu'il y a des enjeux financiers. Mais voilà, on a rencontré des gens sur toutes thématiques qui étaient ultra impliqués, et des zones de résistance aussi, même culturelle. Par exemple en Inde, où on se rendait compte que le modèle qu'on a ici, il viendrait pas comme ça, et donc c'était assez rassurant aussi
de ce point de vue-là. Et peut-être que tous ces environnements que vous avez vus, ils ont peut-être beaucoup plus de ressources naturelles que nous, parce que nous, aujourd'hui, on est de plus en plus appauvris à ce niveau-là. Ils ont peut-être plus de ressources naturelles, c'est possible, mais surtout, et encore, parce qu'en termes d'agriculture ou de pas mal de choses, on est sacrément avantagé quand même. On a un climat qui est assez intéressant. Je dirais qu'ils ont plus des ressources relationnelles qu'ils ont gardées et que nous, on a beaucoup perdu ici. On l'a senti, hein, rien que dans la façon d'être accueillis. Oui. On a senti des énormes différences, enfin, c'est le jour et la nuit. Pour moi, ils ont des ressources relationnelles qui font qu'en fait, si quelque chose se passe, ils ont toujours le voisin, ils ont toujours quelqu'un qui va les aider et eux, ils vont être dans cette dynamique. Et donc ça, je pense que ça aide énormément aussi dans leur optimisme, malgré le fait qu'ils sont des conditions de vie matérielles sûrement beaucoup plus dures que les nôtres. Incroyable. Est-ce que justement, dans tout ce voyage, est-ce qu'il y a un moment ou un échange, une rencontre peut-être qui vous a marqué dans ce voyage-là? Il y en a eu plusieurs, mais je repense à un paysan en Asie du Sud-Est, Paku Mimpen, qui nous expliquait à quel point finalement lui, ses parents étaient tombés dans les pesticides quand il était jeune et en fait, enfin voilà, ils étaient tombés malades avec ça. Et lui, quand il a repris l'exploitation, enfin voilà, c'était un peu une bataille de savoir s'il allait bosser à l'usine ou reprendre l'exploitation. Il a repris l'exploitation familiale. Il a dit, maintenant, on va se passer des pesticides et en fait, ce qui nous a étonné, nous, qui venions de notre référentiel, c'est qu'il allait beaucoup mieux économiquement que ses voisins. Et donc, au début, les gens le prenaient pour un fou et maintenant, les gens le prennent pour un prof, le professeur du coin, parce qu'en fait, ça fonctionne. Et c'est un peu ça qu'on a du mal à imaginer, c'est qu'il y a un temps d'adaptation, mais derrière, son modèle fonctionne. Parce qu'en fait, il a moins de coûts, il est moins dépendant de certains cours de pétrole et d'hydrocarbures. Et en fait, lui, il vend ses produits mieux parce qu'en fait, tout le monde sait maintenant que c'est de la qualité. Il a eu la phase de transition difficile. Et il y a des circuits aussi qui lui permettent de vendre ses produits bien avec des coopératives. Mais voilà, ça existe et ça fonctionne. Et ça, c'est vachement rassurant. Il y en a eu beaucoup des rencontres, donc je pourrais passer longtemps dessus. Mais Par rapport aux conditions que vous avez pu voir dans d'autres pays, juste beaucoup de jeunes aujourd'hui, des étudiants notamment, qui ressentent parfois une certaine anxiété par rapport aux changements, que ce soit climatiques, mais aussi environnementaux, aux grands enjeux qui arrivent dans les années futures. Vous avez quand même un parcours qui inspire l'action. Et qu'est-ce que vous diriez aux jeunes étudiants, aux futurs professionnels du tourisme, pour montrer qu'aujourd'hui c'est encore possible de changer les choses et de faire une différence justement dans le fait de voyager autrement? Alors je dirais déjà, on n'a plus le temps d'être pessimiste en fait, parce que on peut pas juste tester le truc en se disant je fais rien parce que de toute façon c'est fichu ou j'ai pas de marge d'action. Déjà ça fonctionnera pas d'un point de vue global, mais même d'un point de vue individuel. Justement, ça renforce l'éco-anxiété, le fait de se dire en fait j'y arrive pas, mais je me mets pas à l'action donc j'y arrive encore moins. Donc c'est un cercle vicieux. Moi, je suis plutôt dans le mode de l'action, de se mettre à l'action. Et ensuite de se rendre compte qu'en fait ça fait évoluer les choses. Il faut pas forcément regarder ce que ça fait évoluer en grand, parce que même moi, tu disais que je fais des choses et tout ça, mais en fait, parfois de temps en temps que je me dis, en fait ce que je fais par rapport à l'enjeu, c'est minuscule. On a développé une carte du voyage à impact positif, par exemple, de comment voyager autrement. Et en termes de diffusion, on a l'impression qu'on l'a très très peu fait connaître, donc c'est frustrant. Si je regarde ça, je me dis en fait je fais rien à l'échelle globale. Je fais pas avancer. Mais en fait, si, quand même, il y a des actions, il y a des personnes autour de moi que ça aide à mettre en action aussi. Et donc, ça fait avancer les choses. Et déjà, moi, ça me met dans un truc où je suis aligné avec mes valeurs. Et déjà, ça, je me sens bien. Je sais que je vais dans la bonne direction. Je me réveille pas le matin en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Mon travail, là, je sens que je vais vraiment pas dans le bon sens. Donc déjà, rien que ça, pour moi, c'est un peu l'antidote à l'éco-anxiété. C'est vraiment se mettre à l'action, commencer quelque chose, essayer, pas penser 200 ans son projet. Moi, l'association The Green Road, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses autour du voyage responsable, mais quand je suis parti, j'ai pas imaginé que j'allais faire tout ça, en fait. Au début, c'était un tour du monde. Puis après, il y a eu d'autres étapes, le documentaire. Et puis, maintenant, on développe des nouveaux programmes, mais en fait, c'est pas à pas. Pas trop penser trop grand dès le départ. Oui, localement aussi, peut-être. Ouais, le local aussi, ça aide beaucoup. Nous, on s'est ancré à Lyon et on fait beaucoup d'actions à Lyon. Au moment, on voulait faire plus global et en fait, les actions locales, ça permet de témoigner de choses qui fonctionnent
et de se dire oui, ok, et d'être vraiment sur du maillage assez fin. Et c'est vrai on nous pousse en général à penser très large Oui. parce que, enfin, je sais pas, parce que peut-être on est abreuvé d'informations et peut-être parce qu'on se dit on fait des grosses études, donc il faut penser large. Ouais, mais en fait, y a rien de mieux qu'un truc très concret qui peut ensuite se généraliser. Si on arrive déjà à faire changer des consciences localement, bah, ça se propage après, c'est déjà un bon début. Tout à fait, ouais. Vous parliez donc de la carte à l'impact positif, donc la carte VIP, que vous avez Ouais. sortie récemment. Également de voyages engagés. Comment, selon vous, ces voyages-là deviennent des leviers de transformation aussi bien écologique que personnel? Comment on peut voyager pour grandir, entre guillemets? Alors oui, il y a plusieurs aspects. Déjà, on essaie on accompagne beaucoup de voyages qui partent au long cours sur des temps un petit peu longs. Donc ça va de 2 mois à 1 an. Parfois aussi, ils voyagent Ah oui. beaucoup plus en France. Ils vont faire un tour de France ou un tour d'Europe sur une thématique. Et souvent, c'est des gens qui ont parfois étudié un sujet, ou enfin d'un point de vue étude ou d'un point de vue plus perso, et qui ont envie de creuser plus pendant un voyage. Souvent, c'est un voyage un peu, on rêve tous d'un voyage, sûrement d'une destination et tout ça. Et là, ils se disent, bah je vais y aller, et je vais prendre le temps vraiment d'y aller. Je vais pas faire un petit truc en mode rapide, je vais au Costa Rica pour 10 jours. Non, je vais y aller doucement, je vais prendre le temps, je vais peut-être y aller en voilier si ça se trouve, ou je vais y aller en avion, mais je vais rester 8 mois là-bas et je vais vraiment m'imprégner, je vais faire un petit, enfin, voilà. Et ça, après, les gens, ils reviennent avec une transformation qui est assez forte. Et nous, le but du documentaire, enfin de, de l'outil, alors ça peut être un podcast, une expo photo, un film documentaire, c'est de pouvoir partager la transformation qu'ils ont eue et que ça s'ancre et que ça devienne un truc. Souvent, ça devient le début du reste de leur vie, parce qu'en fait, ils continuent à avancer sur ce sujet. Par exemple, on a des éco-psychologues dans les voyageurs qu'on a accompagnés. Au début, c'était psychologues. Ils sont partis voyager en stop, en couple pendant 1 an. Et bah maintenant, ils sont. Enfin, il y en a un qui a écrit un livre dessus. Ils sont formateurs en éco-psychologie. Ils sont assez reconnus dans le milieu. C'est une manière de retirer cette fameuse casquette de touriste, en fait. C'est ça. Je Et suis voilà. plus Et un ça touriste. permet de voyager totalement autrement, parce qu'on va discuter avec les gens. On vient discuter vraiment d'un sujet qu'on a en commun. Et là, on n'arrive plus du tout sur la casquette touriste. Ah oui, voilà. Et ça, c'est assez incroyable. On se connecte entre humains, et on en manque un peu de ce genre de possibilités-là. On se les laisse pas forcément non plus. Donc nous, on a vraiment cette dimension-là. Et sur la carte du voyage à impact positif dont tu parlais, VIP, le VIP de demain, on l'espère, c'est vraiment notre idée de pousser les gens à réfléchir un petit peu plus, genre combien de temps j'ai pour voyager et où est-ce que je vais en fonction. Et on pousse les gens donc justement à prendre moins l'avion, pas arrêter totalement de le prendre, juste rationaliser un peu ça, se dire bah l'avion, en fait, ça doit devenir un moyen de transport rare, donc j'en sais rien, tous les 3 ans, tous les 5 ans, et pour des destinations donc lointaines, mais qui vont être où on va rester longtemps. Et donc ça va être des voyages vraiment où on reviendra pas frustré de ce voyage en plus, parce qu'on aura vu que la surface d'un pays. Ouais. Et en fait, on sera revenu et on aura juste envie d'y retourner de manière un peu frénétique, parce on sera juste revenu avec cette envie. Donc là, l'idée, c'est de proposer aux gens de changer le rapport au voyage aussi, pour que tous puissent voyager, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, en fait, on est une petite portion de la population à voyager, 10 ou 15% qui ont déjà pris l'avion. Et puis, quelques-uns, dont on fait partie en tant qu'occidentaux, qui voyagent beaucoup en avion, qui ont une approche un peu, limite, plusieurs fois par an, qui vont prendre l'avion. Donc, on essaie de rééquilibrer un peu ça. On dit pas que l'avion va disparaître ou que machin. Non, c'est pas, mais juste, en fait, si on rééquilibre, en fait, on arrivera à quelque chose. Par contre, si on reste sur la courbe de croissance de l'avion, là, ça sera pas possible. Là, on aura des contraintes qui vont venir d'un point de vue étatique ou climatique. Enfin, à un moment, ça va arriver, on va se plaindre, on n'aura pas pris la vague dans le bon sens, en se disant, bah, en fait, juste, on peut avoir du plaisir juste en voyageant autrement. Et Voilà. surtout, nous, c'est de montrer que D'où le plaisir, la vraie essence du terme voyager autrement. c'est ça. Et vraiment, le côté, ça doit pas être sous la contrainte, c'est plus, en fait, on va vivre plus de choses, en partant. Si on a, je sais pas, 1 semaine et qu'on part à Budapest en train, par exemple, et ben, on va vivre plein de choses déjà dans le train, puis sur place, plutôt que se dire, je vais aller à Bali pour ma semaine, où, en fait, on aura des jolies photos. Mais en fait, in fine, si on creuse un peu, on sait très bien qu'on n'aura rien vécu de très profond. Vous avez lancé un projet également qui s'appelle le Vaya Campus, qui invite justement aussi les jeunes à partager leur aventure, à filmer juste les aventures.
Est-ce que pour vous, ce projet-là, ça, c'est dans la continuité, réapprendre à voyager autrement et prendre son temps aussi? Oui, tout à fait. Via Campus, c'est vraiment pour outiller pendant 5 mois des futurs voyageurs et voyageuses pour pouvoir voyager autrement et aller au bout du retour sur expérience, parce que souvent c'est la partie compliquée. On se dit oui, on va filmer, ça va être trop bien, et puis au retour on se dit mince, on n'a pas assez pensé à certaines choses. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi les faire prendre du recul sur leur posture de voyageur ou de voyageuse pour pas arriver comme des colons, mais aussi pour pas arriver tout simplement juste savoir mieux rentrer en relation avec les gens sur le terrain. Mmh. Et puis il y a tout un aspect aussi de monter un projet, trouver du financement, savoir comment communiquer aussi sur son projet. Voilà, et puis des temps inspirants avec d'autres voyageurs et des voyageuses qui ont voyagé tout seuls avec différents modes de transport à travers le monde. Je précise bien des voyageuses aussi, parce qu'en fait, on a une majorité de voyageuses sur ces D'accord. temps inspirants, justement pour montrer, pour donner un peu de grain à moudre et des exemples de personnes, enfin que c'est pas réservé aux hommes, parce que Oui, souvent dans les d'accord. grands rendez-vous d'aventure, on trouve que c'est très très masculin. Mmh. Même moi, quand je viens parler, je suis un homme et donc forcément j'ai certaines contraintes qui me viennent pas quand je voyage. C'est aussi l'idée d'avoir d'autres retours sur expérience et de se rendre compte que c'est possible. Il y a des choses à apprendre à gérer, pas se cramer, enfin pas se retrouver dans des situations impossibles non plus. Et comment on arrive à ça, et on y arrive. En tout cas, elles y arrivent, celles qu'on accompagne, donc c'est jouable. Comme je le disais dans l'introduction, donc là, je suis en master. Donc demain, je vais me lancer dans ma vie active. Voilà, j'ai une vingtaine d'années. Quelles sont les opportunités qui seraient à saisir pour nous demain, juste sur ce nouveau voyage et voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui saisir comme nouvelle opportunité qui pourrait être aussi bénéfique à toutes ces évolutions? Alors, il y a des opportunités. Je pense qu'il y a aussi des choses à créer, parce que beaucoup de choses ne sont pas encore créées dans le domaine. Il y a des structures à faire évoluer aussi, donc ça peut être, il y a les différents moyens possibles. Mais typiquement, tout ce qui est voyage beaucoup plus local, je pense qu'à un moment, ça va venir. Là, il y a pas longtemps, j'ai été en interview justement en lien avec Défimed, pas loin d'Annecy, et j'allais interviewer quelqu'un qui a créé un éco-bivouac. Mmh. C'est extrêmement intéressant, donc tout en, enfin voilà, l'idée c'est de pas de construire en dur. Il propose des expériences en igloo, certains igloos aussi faits pour toute saison, à des gens, et donc les reconnecter à la nature, au fait justement à la sobriété. Et c'est très intéressant parce que en fait on se rend compte que ça c'est des initiatives. Les gens vont en chercher de plus en plus parce qu'aussi le climat va se dérégler, il va faire plus chaud dans les villes, et donc mécaniquement on ira chercher de la moyenne montagne. Et en même temps, on a une initiative où voilà, le gars nous explique que il a fait aussi le choix d'un certain équilibre économique, qui va pas gagner plein d'argent, mais qui fait un truc qui a du sens, et que donc il y passe pas mal d'heures par semaine, mais qu'il est en face. Et moi je me retrouve aussi dans cette expérience. Et c'est un petit peu ça aussi, je pense qu'on a des modèles économiques où on va devoir chercher à être un peu moins performant économiquement, mais aller mettre un peu plus de performance sur les critères environnementaux, les critères humains. Mmh. Et je pense qu'il y a énormément d'initiatives comme ça qui peuvent exister. En tout cas, les gens sont en demande, sont peut-être pas encore en capacité de changer encore de pratiques touristiques, parce que financièrement, parce qu'il y a la force de la publicité aussi de plus gros groupes. Bien sûr. Mais en tout cas, il y a cette recherche d'aller dans du plus local, du un petit peu plus humain. Mmh. Et voilà, il y a les expériences de voyage comme j'en parle moi, un petit peu, où là je vais pas chercher de prestataires touristiques, mais il y a toutes les expériences en famille, enfin beaucoup de gens qui vont chercher un truc déjà clé en main. Et en fait, pour moi, il y a beaucoup de choses à créer, Mmh. mais ça demande de la créativité, d'avoir des expériences perso où on se dit en fait ça j'ai vraiment envie de le développer, et ça va être un peu dur au début, mais je vais y aller parce que je sens je sens que c'est la bonne direction. Et après on arrive à passer cette phase un peu de turbulence et à développer des projets. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de créativité qui s'est amoindrie ces dernières années, et où faut recréer, voilà. Pour moi, il y a de l'avenir dans le tourisme responsable, mais Mmh. c'est dans ces directions-là. Ce qui est pas facile parce qu'on sort de formation, on a envie d'un stage, d'un emploi, Oui. et c'est sûr que il n'y a pas non plus
économiquement, il y a des entreprises là-dedans, mais pas un nombre encore suffisant par exemple pour tous les étudiants. Oui, bien sûr. Oui, puis quand on voit dans ce qui existe aujourd'hui, pour des jeunes qui ont envie de se lancer, effectivement, je pars du principe aussi que la création, elle peut être intéressante parce que quand on voit ce qui existe aujourd'hui, on va parler de tourisme responsable, on va nous dire voilà, parce que on va pendant le circuit ou le séjour aller à la rencontre des artisans locaux, où on va vivre chez l'habitant une nuit. Mais c'est pas une nuit qui va changer la vie en fait. C'est vraiment faire un voyage où on est immergé avec eux. Et ce genre de voyage n'existe pas beaucoup, malheureusement. Donc, je pense qu'il y a en termes de créativité, oui. Oui, et puis j'ai l'impression aussi que suite à la crise Covid, on a eu beaucoup aussi de promotion du tourisme plus local et aussi la montée tendance du flyscam, donc la honte de prendre l'avion. J'ai l'impression aussi que les mentalités évoluent certes doucement, mais où les gens sont peut-être aussi plus enclins à partir plus près de chez eux et à comprendre aussi que du tourisme, ça peut être à proximité. Et que justement, le tourisme est un secteur qui évolue et qui est souvent influencé par des grands facteurs, notamment économiques et environnementaux, mais j'ai vraiment l'impression que les gens sont plus enclins en fait à justement renoncer à une destination lointaine et à vraiment vivre une expérience plutôt que partir loin pour dire d'être parti loin. J'ai vraiment l'impression que ça évolue dans ce sens-là et c'est très positif. Ouais, et puis ça... Et je rebondis un peu sur la notion tout à l'heure où on évoquait est-ce qu'aujourd'hui les gens sont capables de moins consommer aussi parce que ils veulent tous leur petit confort. Ils aiment bien aller découvrir des nouveaux territoires. Ils aiment bien aller à la rencontre des gens, mais ils vont vouloir un logement. Si on peut pas leur proposer une douche au fond du jardin. Enfin, il y a vraiment des critères de choix est-ce que aujourd'hui la population est prête à changer aussi de manière de voyager? Beaucoup d'interrogations. Ouais, moi j'ai l'impression que les gens sont en capacité, mais qu'il faut y aller par échelon et progressivement. C'est-à-dire qu'on va pas demander à une personne qui a jamais fait un bivouac d'aller directement d'être sur une douche solaire à faible débit. Donc il va falloir avoir un confort plus important, mais aller quand même découvrir des initiatives. Et puis peu à peu, les personnes vont pouvoir expérimenter des choses plus proches du vivant, plus proches de la nature si on veut. Mais c'est sûr que c'est progressif et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont eu une prise de conscience pendant cette crise Covid, qui ont essayé du voyage beaucoup plus local, de se rendre compte qu'en fait ils pouvaient aussi aller sur les stations de ski, même s'il y avait pas de remontée mécanique et que c'était déjà super chouette. Mais bon, maintenant il y a de nouveau toute cette offre et ils se disent j'y retourne, mais quand même je pense qu'ils ont cette conscience qu'il faut faire autrement. Et parfois ils se disent ah mais il y a pas assez d'offres et aussi ils sont pas forcément au courant des offres, donc aussi il y a le bouche à oreille qui va jouer. Enfin, pour moi il y a un peu cette lame de fond, enfin je l'espère et j'ai l'impression de l'avoir quand même, mais en même temps ça veut dire que les acteurs économiques aujourd'hui qui sont là-dessus, ils sont dans une phase un peu de entre deux, et pas toute simple non plus. Bien sûr. Oui, et puis c'est vrai que c'est important aussi de juste réapprendre, comme vous le disiez, progressivement aussi aux gens à voyager, de pas non plus créer un choc trop brutal et de vraiment y aller en doucement mais juste en profondeur pour changer aussi ces mentalités-là. Et même aux destinations, je vois aussi beaucoup de destinations qui cherchent à promouvoir autrement aussi leur territoire. Donc justement, par exemple, de vendre la montagne en été, par exemple, quelque chose qui était pas forcément très populaire il y a 10 ans de ça et qui aujourd'hui est un petit peu plus accessible, on va dire, en tout cas au niveau des offres qui sont développées par les locaux. Mais oui, effectivement, on a besoin aussi de réapprendre aux gens à voyager. Et je pense que justement, c'est ça aussi le défi du tourisme de demain. Et voilà. Ouais, et puis j'ai l'impression qu'il y a une question d'imaginaire aussi, de transformer les imaginaires. Nous, on essaie de le faire via les documentaires des voyageuses et voyageurs. On essaie aussi de le faire via la carte du voyage à impact positif. Mais souvent, on a assimilé l'intensité, truc super original au lointain. Et en fait, ça peut être le cas, mais c'est pas forcé. Les deux sont pas forcément corrélés. Et on peut avoir de l'intensité à 2 pas en allant voir, mais même cet après-midi, par exemple, on va faire un voyage local sur les symboles de paix ici à Lyon. Et en fait, avec des Israéliens, des Palestiniens qui sont là et tout un public. Et en fait, on va vivre un truc sûrement qui va être très fort en termes de témoignages, en termes de découverte du territoire. Les gens qui vont sortir de là, ils vont se dire waouh, j'ai appris plein de trucs.
Et en fait, c'est ici à Lyon. Et en Eh fait, oui. faut juste connaître aussi la possibilité, la créer. Et il y a de l'intensité possible vraiment à 2 pas. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage. Voilà, merci. J'en ai appris beaucoup et c'est vrai que je ressors avec aussi des nouvelles idées et peut-être aussi des choses à développer un peu plus pour mon futur et pour le tourisme. Donc merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Merci François pour l'invitation. Et de même, merci Maude, merci Siméon, François, merci beaucoup. Et puis oui, c'était très agréable et on aurait envie de rester un petit peu plus longtemps à discuter comme ça, tranquille, de plein de choses. Ouais. Merci à tous, merci à toutes et soyons créatifs. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.